Gilles Vaïkeya, notable du Nord Kivu, ancien député national, est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Merci de nous faire honneur pour cet échange. Avec la guerre d'agression, on en parle encore et encore. Kinshasa tient, en tout cas, comme l'ensemble du peuple congolais, tient au retour de la paix dans cette partie du pays pour permettre, n'est-ce pas, aux frères et sœurs du Grand Kivu d'évaguer, n'est-ce pas, paisiblement leurs occupations et puis vivre en paix dans leur pays. Aujourd'hui, malgré les cessez-le-feu, malgré des trêves, l'M23 a gagné quelques localités supplémentaires. Quelle lecture faites-vous un peu de tout ce qui se passe dans l'Est, malgré les appels des uns et des autres? Merci beaucoup, M. Crispin. Je vais m'excuser auprès des téléspectateurs par rapport à la qualité de ma voix, parce que j'ai un peu de la grippe. Allez-y. Mais je voudrais d'abord dire que la guerre à l'Est, on en parlera toujours, si jamais il n'y a pas un changement d'attitude, s'il n'y a pas un changement de pratique, et s'il n'y a pas un changement de comportement de manière générale dans ce pays. Comportement de qui? Attitude de qui? L'attitude des Congolais en général, mais en particulier des dirigeants. Parce que l'analyse que je me fais de cette permanence de la guerre, de cette rémanence de l'insécurité dans cette partie de la République, c'est beaucoup plus le comportement des dirigeants congolais. Parce qu'il n'est pas correct et il n'est pas acceptable que l'armée, qu'on appelle armée aujourd'hui de AFC ou de M23, maintienne une certaine ascendance sur notre armée. Rien ne l'explique, rien, alors rien. Ni sur le plan technique, sur le plan des effectifs, rien ne peut l'expliquer, rien. Les militaires de M23 ne dépassaient pas 2000 quand la guerre a commencé. Nous, on nous disait que FARDC, on était au-delà de 100 000 hommes. Comment on peut l'expliquer que 100 000 hommes ne soient pas en mesure de maîtriser 2000 hommes? Mais lorsque, par exemple, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, disait que le M23 a un armement, a une logistique mieux que celle de la MONUSCO, par exemple, la MONUSCO qui est l'ensemble des armées du monde. Qu'est-ce que ça cache, une telle communication? Oui, justement, c'est de ça que je parle. Donc, il faut qu'il y ait un changement de certaines attitudes et de certains comportements de nos dirigeants. Même si on prenait, dans l'hypothèse pire des cas, prenait toute l'armée du Rwanda, 25 000 hommes, et qu'on déploie à la République démocratique du Congo, rien ne prouve, rien ne montre que cette armée peut nous gagner. 25 000 hommes, toute armée du Rwanda, et 150 000 hommes de la RDC. Rien. Mais je veux dire quoi? La guerre à l'Est, il y a des attitudes à changer au niveau du gouvernement, c'est l'écoute. Nos dirigeants n'écoutent pas. Écoutez qui? Ils n'écoutent pas le peuple. Le peuple de Kivu? Non, le peuple congolais. Parce que la guerre à l'Est, ce n'est pas la guerre de Kivu, c'est la guerre de tous les Congolais. Je vous ai toujours vu chaque jour vous battre. Ici à Télé 50, vous faites la guerre chaque jour. Ça montre que la guerre, c'est vraiment une guerre nationale. Les dirigeants n'écoutent pas le peuple. Tous les jours, on a dit aux dirigeants, la guerre qui est à l'Est, c'est la guerre du Rwanda contre la RDC. Ça, c'était avant. Personne ne nous écoutait. Il a fallu l'arrivée du président Tshisekedi aujourd'hui pour que maintenant ce narratif-là puisse être intériorisé par tous les Congolais. Au moins là, il y a un avancé. Mais ce qu'ils n'écoutent pas aussi, c'est de leur dire que ceux qui créent la défaite des opérations sont dans l'armée. On les a toujours pointés du doigt. Donc notre armée est infiltrée. Notre armée, et ça c'est connu, même le président le dit, tout le monde, tout le rapport des Nations Unies le montre, de la société civile, et nous sommes allés plus loin jusqu'à faire même les listes. Les listes des personnes, des infiltrés et des complices. On envoie aux autorités. Donc ces gens sont connus. Ils sont connus. Mais j'ai dit il faut qu'il y ait changement d'attitude. Mais qu'est-ce que le pouvoir central fait?
Une fois qu'on a dénoncé, la personne dénoncée prend des galops supplémentaires. Monte en grade. Il monte en grade, on lui donne de grandes responsabilités. C'est lui qui gouverne. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Parce que nous sommes des notables de la zone. Maintenant, la population est placée dans une psychose qui le place entre le marteau et l'enclume. Vous dénoncez les complices au sein de l'armée vous traque. Vous dénoncez les ennemis extérieurs, ils vous traquent. Ça fait que certaines personnalités à l'est du Congo sont sommées d'aller presque à l'exil. Parce que si vous êtes là, que vous continuez à dire ce que j'ai dit ici, vous ne dormez pas chez vous. La preuve, c'est que nous avons des députés nationaux, provinciaux, qui sont presque tous ici à Ndolo. Une fois qu'il a dénoncé, qu'il a démontré que voilà, tel général, tel colonel, tel capitaine est en collaboration avec les ennemis, eh bien le soir on le prend, tiens, avion s'habiller, il est à Ndolo. Alors, notable Gilles Vaïkeya, vous parlez d'une armée qui est infiltrée. Totalement. Je crois que c'est depuis les brassages, Sun City et tout ça, exactement. Mixage, voilà, l'armée, les gens ont eu des grades comme ça, et parfois même sans faire la guerre. Hein. Ouais. On sait comment ça s'est passé. Mais il y a eu aussi un moment, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui certainement aussi avait des informations, qui avait des élus, n'est-ce pas, ouais. qui étaient des mèches avec ces terroristes. Ouais. Si ces gens sont connus, qu'ils soient dans l'armée, qu'ils soient parmi les élus ou ceux qui sont dans nos institutions à tous les niveaux, qu'est-ce qui empêche Kinshasa, n'est-ce pas, à traquer ces gens? Est-ce qu'il y a une main noire? Est-ce qu'il y a une force obscure que vous ignorez, que tout le monde ignore? Ou quel est ce secret des polichinelles qu'on ne peut pas dévoiler? Bon, ça rentre encore dans cette surdité des autres. Vous savez, quand on a le pouvoir, ça veut dire quoi? Qu'on a l'ascendant sur tout le monde. On a les capacités de maîtriser tout le monde. Personne ne peut défier l'État. Qu'il soit député, ministre, s'il est de mèche avec les terroristes, on va les laisser pourquoi. Mais moi, je vais clarifier quelque chose sur l'affirmation de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso. Christophe Mbosso, il avait raison. Et son affirmation a deux dimensions. Il y a des notables qui étaient et qui continuent à être de mèche avec les terroristes rwandais. Ils sont dans l'Assemblée nationale. Ils sont dans le gouvernement comme ministres. Même l'actuelle Assemblée. Même l'actuelle, ils ont été élus. D'ailleurs, que nombreux n'ont pas été élus. Ils avaient toutes leurs acquaintances là. Ils ont fait qu'ils soient nommés et ils sont là. Ça, c'est une catégorie. Mais il y a une autre catégorie des notables qui avaient des groupes armés. Mais ceux-là s'organisaient pour essayer de défendre la terre. Et c'est même grâce à cette résistance-là que vous pouvez voir la guerre se focaliser au niveau du Nord Kivu. Sinon, cette guerre serait déjà arrivée, peut-être même à Kinshasa ici. Donc des groupes armés patriotes. Qu'on appelle des résistants locaux. Et d'ailleurs, ce sont ceux-là. Je vais encore revenir à ça pour dire que le gouvernement n'écoute pas, il est devenu sourd. Ce sont ceux-là qui se sont organisés à ce qu'on appelle le Wazalendo. Une sorte d'expression de la population à participer à la pacification, à accompagner l'armée. Mais encore une fois, tous ces gens-là qui se sont mobilisés, qu'on a décriés comme groupe armé, mais qui aujourd'hui ont dit non, nous nous sommes levés pour défendre notre terre, de combattre l'agresseur. Maintenant que le président de la République appelle à la mobilisation générale, il appelle à ce que tout le monde participe, nous voici. Ils se sont mobilisés et ils sont là, mais qui le prend à charge? Ils sont délaissés. Encore une fois, l'armée le considère comme des adversaires. C'est ça qui pose problème. L'armée le considère comme adversaire, alors qu'ils se sont mobilisés pour accompagner l'armée et mettre les efforts ensemble pour combattre l'agresseur rwandais. C'est ça une autre problématique. On a plusieurs fois contacté les autorités ici à Kinshasa, que ce soit les autorités militaires, les autorités sécuritaires et même gouvernementales, pour dire, essayons de voir comment on met les efforts ensemble, on accompagne ces jeunes ici qui déjà, de manière psychologique, sont déjà prêts à défendre leur terre, essayer de mettre un peu de moyens pour leur renforcement en termes de techniques de guerre,
mais aussi maintenant à leur dotation, personne n'agit. Et ils sont là. Mais au début, ces Ouazalendo avaient tendance à gagner quelques localités. Bien sûr. Récupérer des localités. Ouais. On les sentait avec les vents en poupe. Ouais. Depuis un temps, les Ouazalendo ont-ils perdu tout ce qu'ils avaient comme ressources pour pouvoir finalement barrer la route à ces terroristes? Bon, Ou c'est découragé par l'armée, comme vous dites que l'armée considère les Ouazalendo comme des adversaires? En fait, la dynamique de l'action de Ouazalendo n'est pas de commandement de l'armée, de FARDC. Au départ, il y avait des commandements qui permettaient à doter à ces Ouazalendo quelques matériels, quelques munitions de guerre. Ça permet à ce qu'ils résistent pendant longtemps dans les territoires de Massissi et les territoires de Rutshuru. Mais depuis, on a fait les changements de commandement. Ceux qui sont là, ce que je dis, prennent les Ouazalendo comme leurs adversaires. On sait pourquoi. Et donc, les Ouazalendo sont sans armes, ou s'ils ont les armes, ils n'ont pas de munitions. Et par conséquent, ils sont obligés de replier pour ne pas se faire de chair à canon. Donc, c'est ça la difficulté. Et je reviens à ce que j'ai dit au départ, la question de la sécurité, de la guerre à l'Est, doit trouver la solution au sein de notre pays, au sein du gouvernement, au sein des FARDC, pour que nous puissions répondre à la question de dire pourquoi ça dure. On ne va pas chercher ça à Luanda, par exemple. Moi, je ne suis pas d'avis que la solution soit à Luanda, soit à Nairobi, soit, je ne sais pas moi, aux États-Unis. Non. C'est un cercle vicieux, hein, d'après vous. Qu'on trouve la solution ici. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les territoires des Lubero qui est dans les viseurs. Qui est déjà occupé. Et comment vous évaluez la progression du M23 vers ces territoires? Bon, d'abord, c'est une progression, on dirait, passive. Parce qu'elle s'est fait sa guerre. Il suffit que les M23 se soulèvent ce matin ou pas dans les réseaux sociaux pour voir certains villages se libérer spontanément de ces militaires. Aujourd'hui, ils se sont arrêtés dans le village, dans la localité de Kassé, à plus ou moins 50 km de Kanyabayonga. Et depuis qu'ils se sont arrêtés, dans ce qu'ils ont appelé les trêves, notre armée aussi s'est arrêtée. Et ça ne s'explique pas. L'armée s'est arrêtée, donc l'armée attend l'avancée des M23 pour se redéployer. C'est ce qui est compliqué. Oui, donc, je reviens à une question que je vous ai posée au début ici. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose ou un secret qu'on ne veut pas dévoiler? Parce que dans tout ce que vous dites là, il n'y a aucune explication qui justifie un peu cette présence de ces terroristes dans autant de territoires, alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'hommes. Ils n'ont pas d'hommes, ils n'ont même pas de force. Est-ce qu'il y a une explication à donner? Est-ce qu'il y a un secret bien gardé quelque part? Oui, c'est quoi ces secrets? Ce serait même plus un secret. C'est quoi ces secrets? C'est quelque chose qui est dit chaque jour. C'est l'affairisme. La guerre à l'Est... Donc, ce qui se passe dans l'Est, c'est du business. Ça fait des millions à certaines personnes. Donc, certains commandants qui sont là, ils ont des millions que le gouvernement envoie pour payer les militaires, qui n'arrivent pas aux militaires. Ils ont de l'argent qu'ils reçoivent de l'ennemi, comme corruption, pour les empêcher de combattre. Il y a des carrés miniers que certains officiers, hauts officiers de l'armée, entretiennent dans cette zone-là et ils lui gagnent des minéraux. Il y a certains des officiers qui sont en train de gérer les cacao, surtout dans la zone de Béni, dans le territoire de Béni. Il y a des chargements de cacao dans les zones où toute la population a déjà vidé les champs. Ça fait justement que ce genre de pratiques ne peuvent pas faciliter la fin de la guerre. Parce que finir la guerre, ça veut dire c'est finir les avantages que ces personnes-là sont en train d'acquérir à partir de ces zones en conflit. Donc il y a les minéraux, il y a les cacao, il y a les planches, mais il y a plus qu'il y a les soldes et les prises à charge des militaires qui finissent leurs courses dans les poches. J'avais reçu un ancien Kadogo, aujourd'hui professeur d'université. Il était assis là où vous êtes. Oui. Maintenant, il m'a dit que c'est une guerre de communication tout simplement. C'est comme à l'époque de l'AFDEL. On n'avait pas
assez d'armes sophistiquées comme... mais c'était juste lorsqu'on dit nous venons, l'armée loyaliste reculée et nous on récupérait des territoires. Vous pensez que les M23 vient avec la même stratégie, la communication, on alerte, Antonio Guterres dit ils sont très forts, ils ont ceci, cela, et puis bon, les nôtres reculent, ou c'est aussi lié finalement à cet affairisme-là de certains généraux qui trouvent que autant qu'il y a la guerre, autant nous nous faisons les poches pleines. Bon, il est possible qu'il y ait des éléments de ressemblance entre la guerre de l'AFDEL et celle-ci, mais beaucoup plus, les éléments de dissemblage sont plus nombreux. La guerre de l'AFDEL, c'était une guerre qui était acceptée par la population. Parce qu'elle est fatiguée par les 32 ans de Mobutu. Et tous ont accompagné l'armée. Et dans la communication de AFDEL, la population relayait ça facilement. Et ça, les militaires se retrouvaient presque en insécurité avec la population. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Notre armée aujourd'hui est accompagnée 100% par la population. Vous avez vu à plusieurs reprises les motards prendre de l'eau, de jus, aller sur la ligne de front pour aller appuyer les militaires. Ce n'est pas le cas du temps de AFDEL. Par contre, le comportement que la population avait avec l'AFDEL avant, c'est le comportement que la population a avec notre armée. Mais la différence, c'est que l'armée essaye de ne pas collaborer. Curieusement. C'est l'armée qui ne collabore pas avec la population, alors que bon, on s'attendrait au contraire. Il ne collabore pas. C'est pour ce que je vous dis, quand un notable alerte, il dit, mon cher capitaine ou bien major ou colonel, voilà, on a vu les ADF passer par là. Au lieu que le militaire écoute et aille vérifier, le premier comportement, c'est d'arrêter la personne qui a amené l'information. Donc, il coupe la communication, la collaboration, et c'est ce qui rend les choses difficiles. Alors, aujourd'hui, la force ou les dialogues, rien n'a marché. Est-ce qu'il y a finalement une autre piste valable pour en finir avec ces rebelles et offrir la paix à cette population qui souffre? Je rappelle qu'il y a des gens, moi j'étais dans les Kivu, j'ai vu les camps de déplacés, c'est des gens qui vivent dans des conditions inhumaines et inacceptables. Est-ce qu'il y a d'autres pistes finalement? Parce que Luanda, ou en tout cas vous ne croyez pas, je dirais même moi non plus, et la force sur le terrain, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'affairistes dans cette affaire, dans cette guerre et tout. Est-ce qu'il y a une autre piste pour offrir la paix à la population du Grand Kivu? Bon, c'est comme on dit, toutes choses restent égales par ailleurs. On ne peut pas attendre à des résultats différents. Si on ne change pas d'attitude et de comportement de tous les côtés... C'est-à-dire quoi, dans les termes clairs? C'est-à-dire si le gouvernement n'écoute pas le peuple, quand on dit celui-là est commandant... C'est-à-dire traquer tous les noms là-bas, dénoncer? Il faut le prendre directement. On vous dit celui-ci est rwandais. Il était en train de servir dans l'armée rwandaise. Mais le voilà aujourd'hui, il est commandant dans le FARDC. Mais il faut l'extirper. Quelle magie on trouvé chercher comme ça? Vous faites la guerre dans l'armée. Il y a les adversaires. Et vous faites la guerre contre... C'est quel type d'adversité? On vous dit celui-ci est rwandais. Il faut l'enlever de l'armée. Au lieu de l'enlever, on lui donne de nouvelles attributions. Je vais d'abord aussi dire, pour que ça finisse, que le président de la République, il soit vraiment proactif dans la sanction. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il attende, par exemple, que le mandat finisse pour remplacer un ministre. Si un ministre, par exemple, de la Défense, qui ne se montre pas très ingénieux par rapport à la gestion de la question de la guerre, pourquoi il faut le laisser là-bas? Il faut le remplacer par quelqu'un d'autre. Si un chef d'état-major de l'armée qui ne montre pas de capacité opérationnelle, des aptitudes, des compétences de gérer l'armée, pourquoi il faudrait le laisser là-bas? Nous, quand nous le disons comme ça, on dit qu'on est contre l'armée. Nous, on ne trouve pas de raison d'avoir des hauts placés, nous les vénérons, mais qui ne donnent pas de résultats. Alors, je vais finir ça. Allez-y. Si les choses ne s'améliorent pas dans le sens, 1, de la sanction, 2, de la collaboration, communication franche avec la population, ce pays va partir.
Je ne suis pas un prophète des malheurs. Parce que la population aujourd'hui est fatiguée. Vous avez vu les uns dans les camps, dans le sud de la province, mais dans le grand nord, chez moi, il n'y a pas de camp. La population, là, on s'est déjà organisée à ne pas mettre nos frères dans des camps. Nous les accueillons dans nos ménages. Mais ces ménages-là sont aussi en bout de force parce qu'ils ne reçoivent pas d'appui du gouvernement, mais aussi n'ont plus accès aux champs qui sont déjà écumés par cet ensemble de groupes armés. Ça veut dire que la prise en charge pose maintenant problème. Quand les gens seront totalement fatigués, nous pensons que c'est l'une des stratégies de l'ennemi, nous amener à nous fatiguer. Les gens vont décrocher et puis toutes les terres vont partir. Alors, une dernière question. Les provinces de l'Ituri et celle du Nord Kivu ont été placées sous état de siège depuis plusieurs mois, en tout cas, plusieurs mois. Et à la tête de ces provinces, on a placé des militaires congolais. Je dirais même les militaires congolais des pères et des mères. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire le même constat que vous pour dire, attention, les éléments qui viennent ici ou ceux qui sont dans l'armée, il y a tel autre qui sont des mèches avec l'ennemi ou tel autre qui sont étrangers ou rwandais? Au départ, nous avions soutenu l'état de siège, pensant qu'en donnant plus de force, beaucoup plus de responsabilité à l'armée, que ça pouvait permettre à ce que l'armée ait tous les arguments pour dissuader l'ennemi. Mais on a fini par comprendre que c'est devenu une escroquerie politique. L'état de siège. L'état de siège. C'est le temps de le dire, c'est une escroquerie politique. Parce que les gouverneurs militaires qui sont là, les administrateurs militaires policiers, le maire policier militaire, sont partout sauf là où il y a la guerre. Ils sont partout où? Ils sont partout là où il y a les taxes ici, il y a le bac à faire payer là-bas, il y a des parcelles à vendre ici. Mais en même temps, ils ne sont pas là pour la guerre. Ils doivent gérer la province. Mais je ne sais pas leur gestion, parce que nous on attend de la gestion militaire de la province, la gestion sécuritaire. Mais ils vous disent non, nous avons mobilisé des millions. Est-ce que c'est pour ça qu'on les a amenés là-bas? Parce que les civils qui étaient là mobilisaient l'argent, mais ils ne savaient pas faire la guerre. Mais eux vont aller faire exactement comme les civils, ou même moins que les civils, et n'attrapent aucun ennemi. Mais ils attrapent ce qu'ils appellent des complices. Et les complices, ce sont les personnes qui les dénoncent. Comme l'honorable Allais, qui est en train de couper gratuitement dans la prison de Ndolo, je dois la transférer à Makala, simplement parce qu'il a dénoncé la complicité de certains éléments de FARDC. Il y a l'honorable Jean-Paul Ngangondi, qui est aussi en prison à Beni là-bas, tout simplement parce qu'il a dénoncé les militaires. Vous voyez ça. Donc, l'état de siège d'abord, ça je demande avec insistance au président de la République qu'il lève ça. C'est une torture pour rien. Vous savez, l'état de siège, c'est la privation de presque beaucoup de libertés des populations, des civils. Mais on prive les libertés sans aucun résultat sur l'aspect sécuritaire et militaire. Donc c'est devenu, je le dis encore, une escroquerie politique. Donc pour vous, l'état de siège a échoué totalement? Lamentablement. Je ne sais pas quelle cote on peut donner parce que non. Avant l'état de siège, le M23 était à Bunagana et à Tchandjou là-bas. Ce sont des villages de collines frontalières du Ouganda et du Rwanda. Mais avec l'état de siège, toute la province du Nord Kivu, tenez bien, toute la province à plus de 80% est sous contrôle des M23, sous état de siège. C'est pareil pour l'Ituri. Tout l'Ituri est pris dans l'état de siège. Mais à quoi? Comment nous pouvons l'évaluer? Alors, un message fort pour vous, au chef de l'État, qui vous suit en ces moments comme notable du Kivu, vous qui maîtrisez bien les rouages, parce que vous avez si bien expliqué pourquoi ça ne finit pas. Un message au chef de l'État qui vous suit. Au président de la République, je demande d'abord, de lever l'état de siège pour permettre à la population de relaxer un tout petit peu. La deuxième chose, que le président de la République facilite l'action des jeunes volontaires. Parce qu'ils sont prêts, ils se sont toujours battus depuis des années, des décennies. Maintenant que le chef de l'État avait appelé à la mobilisation générale, c'est le moment pour lui de leur donner les possibilités
de traquer, parce qu'ils en ont la capacité. On leur donne les munitions, on leur donne les armes, on leur donne quelques autres possibilités logistiques. En tout cas, c'est le moment. Et c'est cela qui va nous prouver que le chef de l'État est de cœur avec nous. Et le dernier élément, qu'il y relève de fonctions tous ceux-là qui portent des soupçons de collaboration et de complicité avec l'ennemi, dont la liste est à sa disposition. Merci beaucoup Gilles Vaïkeya, notable du Nord Kivu, ancien député national. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'espère que le chef de l'État vous a suivi et qu'il va en tenir compte. En tout cas. Merci beaucoup. Merci pour la guerre que Télé 50 mène en notre faveur. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Alors, faut-il continuer finalement avec Luanda ou faire la guerre? Achille Kapanga, ancien maire de Béni, est notre deuxième invité. À tout de suite.